J'ouvre le second débat de ce Sens Public consacré à la passion d'Emmanuel Macron pour les espions. La revue 21 révèle comment le président a oscillé entre, je les cite, péché d'orgueil et aveuglement diplomatique. Quelles sont les erreurs éventuelles commises par le chef de l'État? La guerre hybride menée par la Russie nous oblige-t-elle à changer de méthode? Comment nos espions travaillent avec des alliés aussi sulfureux et changeants que les Américains ou les Israéliens? Avant de répondre à ces questions, un cas d'école évidemment, comment Vladimir Poutine a berné Français et Européens sur la question ukrainienne. Fabien Recker. 7 février 2022. Emmanuel Macron se rend au Kremlin pour ce qu'il croit être une réunion de la dernière chance. Le président français espère encore convaincre Vladimir Poutine de ne pas attaquer l'Ukraine. La discussion d'aujourd'hui, à mes yeux, peut amorcer ce vers quoi nous devons aller, qui est une désescalade. Moins de 3 semaines plus tard, le réveil est cruel. La Russie lance sa guerre d'agression contre l'Ukraine, prenant les Européens par surprise, malgré les alertes des services de renseignement américains et britanniques qui prédisaient une invasion imminente. Côté français, le renseignement avait ces mêmes renseignements, mais ne croyait pas à la possibilité psychologique, j'allais dire, la volonté du président Poutine d'aller jusqu'à la guerre. Je pense que le président Macron s'est un peu fait prendre au piège en disant « mais il me dit les yeux dans les yeux qu'il ne va pas y aller ». Il ne va pas y aller. Emmanuel Macron, pourtant, ne découvrait pas le personnage. En mai 2017, à peine élu, il s'explique avec Vladimir Poutine à Versailles, alors que de lourds soupçons de déstabilisation de sa campagne par des hackers pèsent sur la Russie. 2 ans plus tard, Emmanuel Macron fait encore le pari d'un rapprochement avec le Kremlin en invitant le dirigeant russe au fort de Brégançon. Il a pensé qu'il allait séduire le président Poutine, sans réaliser que c'était un officier du KGB. C'est toujours un officier du KGB, habitué à mentir, à cacher, à tricher en permanence. Et donc, vous voulez que je joue ce rôle-là? Je vais le jouer. Mais vous ne m'empêcherez pas de penser, de faire ce que j'ai envie de penser et faire. Pour Emmanuel Macron, le temps des illusions vis-à-vis de son homologue russe est bel et bien révolu. Le dernier entretien entre les 2 hommes a eu lieu en juillet dernier par téléphone, après 3 ans de silence. Et on vous raconte l'histoire d'Emmanuel Macron, le président qui aimait les espions, avec Antoine Isambard. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef du site Intelligence Online et vous publiez avec Pierre Gastineau l'enquête. C'est cette enquête qui nous a donné envie d'organiser le débat. Macron et les espions, rêve d'influence et péché d'orgueil, paru dans la revue 21. Et puis en novembre, un livre, Les espions du président, chez Albin Michel. Patricia Lémonière, bonsoir et bienvenue. Grand reporter spécialiste des relations internationales. Et votre livre Au cœur du chaos, publié chez aux éditions Artaud. Stéphanie Duncan, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes productrice sur France Inter de l'émission Le fil de l'histoire, créatrice du podcast Espions, une histoire vraie. Et puis vous publiez Espions en guerre, qui paraît là dans quelques jours. C'est le 9 octobre aux éditions Talendier, et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico, éditorialiste pour Sens Public. Et vous pouvez réagir évidemment sur ce thème aussi. Je suis sûr que l'espionnage doit vous passionner. En flashant ce QR code, je poserai vos questions à nos invités. Alors un petit détour par l'actualité quand même, parce que elle nous rattrape, ce pétrolier appartenant à la flotte fantôme russe soupçonnée d'être impliqué dans le survol récent de drones sur le Danemark, qui s'est immobilisé depuis plusieurs jours au large des côtes bretonnes. On a appris que des militaires français étaient à bord depuis quelques minutes. Antoine Isambard, c'est quoi une illustration de cette guerre hybride dont on parle souvent à propos de la Russie et de Vladimir Poutine? Oui, ça y ressemble. C'est vrai qu'on a vu en fait depuis une dizaine d'années, et je dirais depuis les années 2015, vraiment une Russie qui était extrêmement active pour faire des opérations de renseignement humain, pour faire des cyberattaques, pour faire des survols de drones. Voilà, qui a une panoplie assez large. On peut également évoquer les câbles sous-marins. On a un navire espion russe qui s'appelle le Yantar et qu'on voit régulièrement dans l'Atlantique ou dans la Manche être proche des câbles sous-marins transatlantiques. Donc voilà, la Russe met la pression et c'est une illustration supplémentaire de ce qu'est capable de faire la Russie. Bon, aujourd'hui, on n'a pas encore tous les éléments finalement qui permettent de... Mais en tout cas, sur la big picture de ce qui se passe, ça colle exactement à ce qu'on voit au comportement de la Russie depuis plusieurs années. Et évidemment, ça a fait réagir le président français qui fait référence et qui relie ce fait à la guerre hybride. Écoutez.
En tout cas, nous sommes dans une confrontation avec la Russie, qui depuis plusieurs années est un acteur très agressif dans notre espace informationnel. On l'a vu dans le cadre des élections comme ailleurs, qui multiplie les attaques cyber, qui évidemment a lancé une guerre d'agression en Ukraine, qui utilise la menace nucléaire et qui aujourd'hui, on le voit bien, provoque dans des espaces aériens. Tout ça est un ensemble hybride qui est dans le champ de la confrontation. On peut dire, Patricia Lémonnière, que la Russie teste les nerfs de l'Europe et de l'Union européenne en ce moment. Alors je trouve qu'on est effectivement rentré dans un monde totalement différent, même au niveau de l'espionnage. Je parle sous le regard des deux spécialistes, parce qu'avant, les activités d'espionnage étaient soi-disant clandestines, secrètes. On ne savait pas ce qui se passait, on découvrait pratiquement après. Et là, maintenant, les États disent « la Russie nous espionne, c'est la Russie ». Et la Russie, finalement, profite de cette publicité pour renforcer notre affaiblissement. Donc on est passé d'un monde totalement clandestin, très opaque, à un monde finalement qui est ouvert, où les activités, finalement, en tout cas en ce qui concerne la Russie, semblent beaucoup plus, en tout cas, dénoncées et participent aussi, je crois, à notre déstabilisation, en fait, parce qu'en parlant, on multiplie l'inquiétude des citoyens. Oui, effectivement. Alors, on verra si c'est une nouvelle ère ou pas. Ce sera évidemment l'un de nos chapitres. On l'a dit dans le sujet, Stéphanie Duncan, mais il faut peut-être commencer par là. Vladimir Poutine, c'est un ancien espion. À quel point, enfin voilà, formé à l'école du KGB, il en a gardé les réflexes. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, je pense qu'il en a gardé les réflexes. C'était pas un très très bon agent, paraît-il. Oui. Il était en poste en Allemagne de l'Est au moment de la chute du mur, mais c'était pas un poste très important. Et de la vie générale, c'était pas un très bon agent. Mais je pense qu'il a appris et effectivement, il a des réflexes d'agent secret, néanmoins, qu'il applique avec tout ce que ça comporte de paranoïa dans un pays non démocratique. En plus, il y a l'idée d'un pouvoir qui se construit sur le secret, sur la méfiance, et ça, c'est vrai que c'est une composante de l'espionnage. Effectivement, avec un dossier ukrainien qui est aussi, et on va rentrer un peu dans le détail de votre enquête, une histoire de frustration pour les services de renseignement français. Par exemple, le jour de cette réunion, on est à Riyad, en Arabie Saoudite. Autour de la table, il y a des délégations russes, américaines et ukrainiennes. On écoute le ministre de la Défense de l'Ukraine. La réunion s'inscrit dans le prolongement de nos réunions à Jeddah. Nous avons eu des réunions très productives, efficaces et efficientes. Et nous sommes reconnaissants aux dirigeants américains pour leurs initiatives. Nous sommes reconnaissants au président américain, le président Trump, et à sa merveilleuse équipe qu'il a envoyée ici. Pas de délégation officielle française, Antoine Isambard, et pourtant vous racontez que nos diplomates et nos espions n'ont pas ménagé leurs efforts. Et vous racontez notamment dans votre enquête, dans votre article, l'histoire de Paul Soler. Qui est-il? Quel rôle a-t-il joué? Alors Paul Soler, c'est un profil un peu particulier. C'est un ancien militaire des forces spéciales qui a su gagner la confiance d'Emmanuel Macron quand il a été élu et qui a été nommé conseiller à l'Élysée, alors avec une fonction un peu particulière, un peu de conseiller en charge du dossier libyen, mais qui en fait a un panel et une panoplie beaucoup plus large que ça, qui est un peu une sorte de homicide, qui remplit un peu le rôle que pouvait avoir un Jacques Foccart auprès de De Gaulle ou de Grossouvre auprès de Mitterrand. Il l'envoie sur des missions assez sensibles, et ça a été le cas sur la Russie. En fait, c'est vrai qu'il y a eu ce qu'on appelait la stratégie de Brégançon, quand en 2019, Emmanuel Macron dit on va reprendre langue avec la Russie. Donc il accueille Vladimir Poutine au fort de Brégançon. Exactement. Il fait le plus d'efforts possible, d'une certaine façon. Mais en même temps, donc le pari diplomatique a été perdu, ça a été un échec. En même temps, il n'est pas naïf. Emmanuel Macron, il sait pertinemment, depuis qu'il est élu, il a vu que la Russie, en 2018, a tenté d'assassiner Sergueï Skripal, un ancien espion russe qui, en fait, agissait au bénéfice du Royaume-Uni. Il a vu tout un tas d'opérations extrêmement
mouvementée du renseignement militaire russe en Europe. Donc il sait que la menace est là et donc voilà, il va utiliser Solaire pour parler au renseignement militaire russe, aux diplomates et notamment essayer de peser en fait sur ce conflit. Alors sur la Crimée, ce qui a la Crimée, et puis après sur le 2022 sur la Russie. Mais donc sans cet homme, il n'y aurait pas eu Riyad? Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce que c'est un peu exagéré? Non, c'est un peu exagéré. En tout cas, il a joué un véritable rôle et les Russes savaient que c'était la personne avec qui il fallait dialoguer côté français. D'accord. Et voilà, la France n'a pas été exclue en fait des négociations préalables. Ok. Avec une première question de Chantal qui nous écrit de Saint-Maur-des-Fossés, la naïveté française face à Moscou est-elle liée à des faiblesses et des failles dans les services de renseignement qu'Emmanuel Macron n'a pas envie d'assumer? Je me tourne vers vous, Patricia Lémonière, parce que est-ce qu'on peut parler d'erreurs successives d'Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée en 2017? Restons sur le dossier russe et sur sa relation avec Poutine. Alors, est-ce qu'il a été mal renseigné ou est-ce que lui a été naïf? Vous me dites qu'il n'est pas naïf. Non, moi je pense qu'il a effectivement une connaissance des dossiers, il a une fascination, comme vous le dites très bien dans votre article, par rapport effectivement au monde du renseignement, par rapport aux diplomates. Il a rejeté les diplomates quand même, Emmanuel Macron, dans un premier temps, comme faisant partie de l'État profond. Donc les diplomates avaient une certaine connaissance, mais il faut voir que la France, au moment où Emmanuel Macron arrive, ne s'occupe plus de la Russie pratiquement. Enfin, c'est Emmanuel Macron qui reprend le desk Russie à la DGSE et s'est étiolé au fil des temps. Ils ont d'autres obsessions. Et donc, et lui est persuadé, parce que c'est le président, moi je l'ai vu sur le terrain, mais dans d'autres domaines, il est persuadé qu'il va arriver que par sa force et sa volonté à faire plier l'histoire. Et non, Vladimir Poutine, il n'a pas du tout l'intention de plier le bras et de se faire tordre le bras par Emmanuel Macron. Donc, je crois que le président français se laisse emporter par sa foi en lui, au-delà de ce qu'il peut glaner comme information. Ceci dit, parfois, il n'a pas les bonnes informations. Et nous y reviendrons sûrement. Oui, évidemment, et on va expliquer d'où vient cette passion. La Russie, il n'a pas vu, la France n'a pas daigné regarder ce que les Américains leur donner comme information. Mais justement, on va nous expliquer d'où vient cette passion d'Emmanuel Macron pour les espions, mais je voudrais ouvrir une petite parenthèse qui est liée à votre livre, Stéphanie Duncan, sur la naïveté de certains services vis-à-vis de la Russie, ou même remontons plus loin de l'URSS. Il y a une histoire géniale qui raconte l'histoire d'un marine américain qui a fini par endosser toute la naïveté des services et de l'ambassade. Oui, vous parlez de Clayton Lonetree, qui était un marine américain, donc qui était en poste à Moscou, qui était chargé de la surveillance de l'ambassade, qui évidemment était truffé de micros, et il est tombé amoureux d'une jeune Russe. Et bon, cette jeune Russe aussi est une victime. C'était pas une manipulatrice, une méchante manipulatrice, et donc tous les deux ils se sont fait manipuler, et donc il s'est fait embringuer dans l'espionnage du KGB. Et on s'est rendu compte que même la future ambassade des États-Unis à Moscou, en fait, était inutilisable. Là, on est dans les années, fin des années 70, début des années 80. Donc, il y avait effectivement un projet de construire une nouvelle ambassade, et ils se sont rendus compte avant même qu'elle soit terminée qu'elle était truffée de micros. Il a fallu la raser. Il a fallu la raser, Bon, voilà, ça nous permet de rester un peu. Pour ce qui est de la naïveté, moi je remonte un peu plus dans le temps parce que je suis plus dans l'histoire, mais par exemple en 2010, quand en juin 2010, il y a Medvedev, à l'époque président de Russie, qui est aux États-Unis, reçu par Barack Obama. Et les deux hommes sont la même génération, ils ont un peu le même look, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, et ils se rencontrent. Il y a des photos d'eux comme ça. Barack Obama l'emmène manger un burger dans un restaurant à Washington. Oui. Et en fait, une semaine après, on apprend qu'il y a une arrestation de plein d'espions russes qui étaient illégaux et qui vivaient aux États-Unis. Et ils sont arrêtés, donc une semaine après cette visite. Donc il y a une forme de naïveté aussi à ce moment-là. Après, ça se répercute plus ou moins selon les pays, mais une croyance que tout était fini, que la guerre froide c'était hier, que voilà, tout ça a été terminé. Et il y avait une baisse aussi de vigilance, tout ce qui se passait en Russie.
Oui, ce que vous nous décriviez tout à l'heure, le desk Russie, donc à la DGSE, au service de renseignement extérieur, qui s'était un peu réduit en peau de chagrin, en quelque sorte. Et les Américains, eux, sont remontés en puissance à partir de 2014, à partir des événements en Ukraine. Et là, ils ont complètement changé leur approche. Ils se sont remis à s'intéresser à la Russie. Oui, le moins que l'on puisse dire. Oui. Et avec aussi, ce qu'on en a souvent sous-estimé, c'est le renseignement humain. Jean-Sébastien, vous vouliez intervenir? Oui, parce qu'en parlant de naïveté et de baisse de vigilance, il y en a aussi une autre qui est technologique, parce que c'était compliqué à l'époque, il fallait beaucoup de moyens pour mettre des micros partout quand on construisait une ambassade, mais aujourd'hui, ça n'est absolument pas compliqué de prendre le contrôle à distance du smartphone de quelqu'un, y compris d'un président. Et on a vu depuis les débuts de la présidence Macron un certain nombre de scandales de ce point de vue-là. Pegasus, fameux logiciel israélien qui a été utilisé par certains régimes étrangers pour justement écouter les conversations. Et c'est vrai que quand on a un président qui est passionné d'écrire sur Telegram, sur WhatsApp, sur différentes messageries, on se laisse dire parfois par les responsables de la sécurité justement informatique, enfin numérique, digitale, que ça n'est pas facile de cadrer justement la naïveté parfois de ceux qui nous dirigent. Oui, effectivement. Alors elle vient d'où cette passion d'Emmanuel Macron pour le monde de l'espionnage? Quand même pas uniquement de la série qu'on a tous regardé et qu'on adore et qui est génial, le Bureau des légendes. Non, il l'a bien aimé. Disons que c'est un ancien banquier d'affaires qui aime bien avoir les informations. Et c'est quelqu'un qui, en fait, dès qu'il arrive à l'Élysée, donc il y a ce qu'on appelle la CNRLT, qui est la cellule en charge du renseignement à l'Élysée, qui était composée d'une toute petite dizaine de personnes et qui va tripler de volume en quelques semaines. Et il a l'idée, en fait, donc il est élu 2 ans après les attentats de 2015, qui ont montré des failles du renseignement et aussi des bisbilles, enfin des guéguerres entre la DGSI et la DGSE. Et donc lui, ce qu'il veut à tout prix... Donc je rappelle juste, DGSI c'est renseignement intérieur, DGSE renseignement extérieur. Voilà, et donc lui, la peur bleue qu'il a, c'est de revivre en fait une crise où 2 services vont un peu s'annihiler et... un attentat, par exemple, ne va pas être empêché à cause de ça. Donc vraiment, la priorité, c'est ça. Il nomme à ce poste de coordonnateur au renseignement Pierre Bousquet de Florian, qui est un ancien chiracien, ancien patron du renseignement intérieur. Et véritablement, durant tout son double quinquennat, il y a cette volonté de se prémunir contre tout pouvoir excessif des services et toute bisbille. Et il y a une volonté de faire du renseignement, notamment dans le domaine économique, une arme. Il a vu, quand il était ministre de l'économie, l'ingérence américaine, les lois extraterritoriales américaines. Il a vu l'espionnage économique chinois, le rachat de certaines PME françaises dans l'aéronautique. Il a vu les cyberattaques. Et donc, il va accorder beaucoup de moyens à ça. Je dirais, après, Macron, c'est un peu le en même temps, même dans le renseignement. On parlait de la Russie. En fait, il a subi les piratages d'En Marche, de son... de campagne. Dans sa campagne de 2017. Par la Russie. Oui. Et ça ne l'a pas empêché en 2019 de tendre la main à la Russie. Donc, que vous nous racontiez tout à l'heure avec le rendez-vous de Brégançon. Mais il était encore une fois, il était assez lucide sur la menace. Le problème, c'est que le renseignement, c'est du temps long, c'est des opérations de longue haleine. Et en tentant des paris diplomatiques, en pensant, comme vous l'avez dit, que voilà, par son talent, sa rhétorique, il va réussir à ramener Xi Jinping, Poutine ou Trump à ses idées. Voilà. Et donc, en fait, ça percute souvent le temps du renseignement. Et en fait, quand il a fait Brégançon en 2019, ça a mis en pause, en fait, tout un tas de structures de recherche sur du renseignement russe. On l'a vu aussi sur l'Algérie et le Maroc. À un moment donné, il a fait le pari de la relance avec l'Algérie. Il a mis en sommeil la coopération avec le Maroc. Puis il s'est rendu compte que les Algériens, finalement, c'était compliqué, ne donnaient rien en matière de renseignement. Et il a joué la carte du Maroc. Donc voilà, c'est des paris diplomatiques qui ont une implication aussi. Il y a aussi un autre organisme dont il faut parler, c'est le Conseil national de défense et de sécurité nationale. Conseil de défense et de sécurité nationale. J'y arrive, on en parle avec Stéphane Duguet tout de suite. Rebonsoir Stéphane. Alors déjà, on va faire un peu d'histoire. Il existe ce conseil depuis début du XXe siècle, c'est ça? Oui, depuis longtemps, Thomas, ça n'a rien de nouveau, ce Conseil national de défense et de sécurité, puisque la première fois qu'il est réuni, c'était en 1906. Alors bien sûr, il a évolué tout au long du XXe siècle et il n'a pas eu lieu à ce moment-là dans le format tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce que depuis 1958, ce type de réunion est consacré par l'article
l'article 15 de la Constitution de la Ve République qui dit ceci: le président de la République est le chef des armées, il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. C'est donc au président de la République que revient la responsabilité d'organiser ces réunions. Alors les compétences du Conseil de défense et de sécurité nationale ont aussi été élargies en 2009. Très concrètement, c'est là que sont fixées les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures. Et puisque c'est le sujet qui nous intéresse ce soir, il traite aussi des orientations en matière de renseignement. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Ça se passe où, les réunions de ce Conseil national de défense et de sécurité? Alors, chaque Conseil national de défense et de sécurité a lieu dans une salle anti-atomique au sous-sol du palais de l'Élysée, puisque toutes les réunions sont toujours présidées par le président de la République. Qui y participe? Eh bien, ça dépend des sujets qui y sont abordés, mais c'est une sorte de super Conseil des ministres. Alors, dans le format classique qu'on appelle formation plénière, il y a autour du chef de l'État le Premier ministre qui est en face de lui, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, celui de l'économie et du budget, le ministre des Affaires étrangères et ceux qui sont concernés par le sujet discuté. Il existe aussi un format plus restreint, en plus petit comité, et là c'est le chef de l'État qui décide qui y participe. Et puis il y a des conseils de défense à thème en quelque sorte spécifiques. Oui, vous vous souvenez peut-être, Thomas, du Conseil de défense sanitaire pendant la crise du Covid-19. Il y a aussi le Conseil de défense écologique qui lui traite plus spécifiquement des questions environnementales. Et puis j'y reviens, puisque c'est votre sujet ce soir, il y a aussi parlons renseignement. Un Conseil national du renseignement. Y participent le président, le Premier ministre, les ministres et les directeurs de services concernés par le renseignement. Il y a aussi le coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Et alors, si on en parle, si on a choisi ce thème de chronique, c'est parce qu'Emmanuel Macron l'utilise beaucoup. Oui, alors ça a commencé un tout petit peu avant son élection, après l'attentat de Nice en 2016. Jusque-là, il se réunissait quelques fois par an et à partir de 2016, eh bien, le CNDS, comme c'est l'acronyme, a été convoqué toutes les semaines. Quelques chiffres pour qu'on comprenne bien ces différences. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le CDSN s'est réuni 2 à 3 fois par an. En 2016, sous la présidence de François Hollande, il y a eu 32 réunions. Et en symbole de l'hyper-utilisation par Emmanuel Macron de ce format de réunion, les derniers chiffres dont on dispose datent de 2021. Il y avait eu cette année-là 82 réunions du Conseil national de défense, dont la moitié pour gérer la crise sanitaire. Merci beaucoup. Alors pourquoi il aime autant ce Conseil national de défense, Patricia Lémonière? La ligne directe peut-être? Oui, c'est sa marque, c'est se passer, depuis le départ, il a dit, se passer de l'état profond, mais malgré cette fascination pour le monde du renseignement, qu'il partage avec les Français, mais il n'a pas su nous faire aimer le monde du renseignement. Parce qu'en France, on a vis-à-vis du monde du renseignement cette idée, on n'est pas loin des barbouzes, des coups tordus, il y a cette image quand même qui est très attachée au renseignement en France, à l'inverse des Américains. Et par exemple, je vais vous donner, les Américains ou les anglo-saxons en général ont une approche beaucoup plus ouverte du monde du renseignement que nous avons en France. En France, c'est le président qui dirige, vous le voyez. Et quand vous êtes journaliste et vous allez, mettons, sur le terrain, je vais vous citer une anecdote très simple, on est sur le terrain, en Afghanistan, dans une zone avec les talibans. Les Américains, vous êtes invité dans le cadre de l'armée, donc vous faites partie de ce qu'ils appellent les embeds, vous suivez finalement une opération. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous demandent de signer un petit papier. Tout ce que vous allez écouter là, vous n'avez pas le droit de le réécrire. C'est pour votre background. Et là, vous êtes en face de tous les tops du renseignement américain qui vous disent des choses que vous comprenez à moitié parce qu'ils vous parlent des tribus, des tas de choses extraordinaires. Néanmoins, ils vous font un briefing de malade, comme ils feraient au président américain. Vous êtes en France, pareil, même lieu, enfin pas même lieu, mais Afghanistan, situation pareil. Similaire, oui. Vous êtes avec le chef de corps du groupe, vous dînez, pas de briefing, vous dînez et au bout de la table, l'homme auquel vous n'avez pas le droit d'adresser la parole, c'est le chef du renseignement. D'accord. Donc, vous voyez très bien la différence. Deux états d'esprit complètement différents. Vous pataugez dans la réalité et donc vous donnez l'information à terme que vous donnez aux Français est moins juste. Ou alors on fait leaker, et j'en finirai par là, des informations, on fait sortir des informations. Et la France, qui s'intéressait beaucoup à la Chine à un moment donné, a fait sortir via la presse des papiers très intéressants sur l'espionnage pratiqué par la Chine, mais ça s'est peu produit. D'accord. Alors je reviens à ce Conseil de défense et de sécurité nationale. Ça se passe donc dans le sous-sol de l'Élysée, c'est ça, Stéphane nous l'a dit, c'est le PC Jupiter, c'est ça? Oui, en fait, il y a 2 endroits. Alors c'est principalement au PC Jupiter et c'est également dans l'hôtel Marigny, en fait, qui jouxte l'Élysée et qui est le siège aussi de la coordination renseignement. Et c'est vrai qu'il y a eu une explosion
Alors, vous l'avez montré, des tenues de ces CDSN, mais également dans la pratique. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, avant lui, on pouvait venir en CDSN avec son portable, par exemple. Ça rejoint ce dont parlait Jean-Sébastien tout à l'heure. Et tous les CDSN n'étaient pas au PC Jupiter. Hollande en faisait souvent un salon vert à l'Élysée, qui est un salon qui n'est pas sécurisé. Ouais. Et donc là, au moins, Emmanuel Macron a dit vous laissez les portables à l'entrée et on est dans une salle sécurisée. Voilà, alors là-dessus, quand même. Il a été bien conseillé au départ en 2017 et c'est vrai qu'il y a ça qui a été très important. Et puis c'est quelqu'un qui aime verticaliser le pouvoir. Donc le CDSN, c'est aussi une manière de parler directement au chef, au directeur d'administration, sans le truchement du ministre. Oui. D'ailleurs, ça rejoint une question, je vous interromps, vous pourrez conclure, de Charles à Calais. Quels sont les risques et les bénéfices d'un contrôle aussi étroit et donc centralisé des services de renseignement par l'exécutif? Votre avis là-dessus? Alors le problème, la dérive historique de ce qu'on appelle la politisation du renseignement, c'est qu'en fait on a un pouvoir politique, souvent c'est le cas dans les régimes autoritaires, c'est que en fait les services vont dire exactement ce que le pouvoir veut qu'ils disent. Et donc là il y a un problème parce qu'on a des services qui ne font pas remonter, ce qui a probablement été le cas d'ailleurs sur l'Ukraine avec Poutine, où le FSB russe, le SVR ou le GRU ont fait remonter des éléments que voulait voir et entendre Poutine. Ils ne lui ont pas montré la réalité du terrain, ne lui ont pas montré que Kiev allait résister probablement en plusieurs semaines, mois, années. Et c'est pareil en Chine. Je dirais qu'en France, on a moins ce problème-là, parce qu'on a quand même des services qui restent indépendants. On a eu des dérives, on se rappelle de la DGSI, qui était la DCRI à l'époque sous Nicolas Squarcini, avec une certaine politisation aussi du renseignement. Alors Nicolas Squarcini, quel était son... Bernard, oui. Bernard Squarcini, oui. Pardon. Pendant la présidence de Nicolas Sarkozy et Bernard Squarcini, c'est ça que vous avez mélangé les deux. Ok, d'accord. Donc voilà, qui était C'était le patron du renseignement intérieur et on avait un renseignement intérieur qui pouvait se mêler, on va dire, un peu plus que c'est le cas aujourd'hui, de politique. Et là, c'était pour le coup une dérive du renseignement. Votre avis, Stéphanie Duncan, sur les prédécesseurs peut-être d'Emmanuel Macron, est-ce qu'ils avaient plus de précautions ou de craintes, ou vous voyez, ils mettaient plus de distance avec les services d'espionnage que le président actuel? Je sais que Philippe Rondeau était quelqu'un qui était proche du pouvoir, qui était proche de Mitterrand, enfin, qui était dans les cercles étroits du pouvoir. Alors, après, c'était un personnage qui était un grand agent secret français, qui a joué un rôle très important dans plein de conflits, enfin, que ce soit depuis la guerre froide, en Roumanie, jusqu'en Yougoslavie. C'était quelqu'un d'un peu exceptionnel aussi. Oui. Et lui, il était un peu hors cadre. Enfin, voilà, donc c'était quelqu'un qui était proche du pouvoir. Mitterrand, je pense, s'intéressait au renseignement, oui. Mais est-ce que ça veut dire que tous les présidents ont eu un espion favori, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, moi je suis d'accord, ils ont eu effectivement un espion favori, un homme de main en quelque sorte, peut-être comme Solaire ou comme, vous voyez, enfin, bon, mais ce que je dirais, c'est le gros avantage quand même qu'il y a eu sous Nicolas Sarkozy et sous Emmanuel Macron, et en ce sens je vous rejoins, c'est que moi j'ai assisté à des guerres quand même du renseignement, enfin je veux dire, on a eu des moments où les deux maisons s'affrontaient très lourdement, on a eu ça, Mitterrand, Chirac-Jospin. On a eu dans fin des années 2000, pour les affaires des otages, la libération des otages d'Arlit, on a même fait appel à des officines privées parce que les chefs d'État ne voulaient pas faire confiance aux renseignements qui lui remontaient. On a eu la sale guerre en Algérie où effectivement lors de l'emprisonnement des moines, on a vu les deux maisons qui setiraillaient en Algérie. Les deux maisons. Je parle du renseignement intérieur et du renseignement extérieur. Qu'on soit précis. Et donc là, Emmanuel Macron, le vrai plus, c'est qu'il a mis fin à ça. Et je trouve que ça, c'est au bénéfice quand même de la France. Oui. Et vous êtes d'accord avec cette idée? Oui. Vous mettez un bémol. Non, c'est vrai. Sur en tout cas, la philosophie du renseignement, Chirac avait dit, quand il a nommé un patron du renseignement intérieur, il lui avait dit qu'en fait, le renseignement, au mieux, ça sert à rien, et au pire, c'est un niais emmerdement. Donc, voilà. Mais en fait, avant lui, alors Mitterrand aimait ça, mais s'en méfiait aussi. Il avait connu le Rainbow Warrior, donc on est dans cette époque un peu... Et je dirais, Sarkozy aimait bien le renseignement, mais il l'a pas hissé finalement à une utilisation que peut faire Macron. Et en fait, ce qui a aussi beaucoup changé, même dans le regard aussi sur le renseignement, c'est l'attentat de 2015.
voilà, où il y a eu beaucoup de recrutement, beaucoup de jeunes qui, par esprit patriotique, se sont engagés dans les services. Donc les services ont pu recruter beaucoup alors qu'ils avaient beaucoup de mal à recruter. Et puis il y a eu évidemment le Bureau des légendes qui a changé l'image du renseignement. Et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins compliqué pour les services. De recruter. Ouais, des GSI, des GSE, ça va. Après, il y a plein de services moindres qui, eux, ont du mal parce qu'en termes d'attractivité, de salaire, mais en tout cas, la DGSI et la DGSE arrivent très facilement à recruter. Et alors justement, on va ouvrir un chapitre sur les espions et les diplomates. Est-ce que Macron préfère les uns au détriment des autres? Et je vous propose d'écouter un extrait du discours du président français. On est en août 2023, il est face aux ambassadeurs. Alors parfois, il sait les rabrouer ou alors les flatter, comme ce jour-là, quand il évoque la situation au Soudan et au Niger. Les diplomates que vous êtes ont été confrontés ces derniers mois à des situations dans certains pays particulièrement difficiles. Et qu'il s'agisse du Soudan où la France a été exemplaire, y compris dans l'évacuation de nos propres ressortissants et des ressortissants de beaucoup de nos collègues. Au Niger en ce moment même, et je salue votre collègue et vos collègues qui nous écoutent depuis leur poste, vous avez rappelé que être diplomate est un engagement parfois risqué, qui suppose l'esprit de responsabilité que vous avez toujours démontré dans ces situations difficiles, comme les années précédentes nous avions eu à le vivre en Afghanistan ou ailleurs. Jean-Sébastien, vous avez lu évidemment avec attention l'enquête de la revue 21 d'Antoine Isambard et de Pierre Gastineau. Ce qui vous intéresse sur le président français, c'est ce que ça révèle de sa gouvernance en quelque sorte. Oui, parce qu'au-delà du fond en tant que tel, ça montre quand même l'idée que Emmanuel Macron s'est fait de son rôle en tant que président de la République. Parce qu'Emmanuel Macron, c'est l'homme qui s'est vendu comme porteur d'une révolution. C'était la start-up nation, c'était le nouveau monde qui serait plus agile. Attention à ce qu'on allait voir, tout allait être plus efficace que ce qu'on avait connu dans le passé. La réalité, c'est qu'il est resté dans une culture monarchique directement inspirée de celle de ses prédécesseurs et de ce qu'est la fonction présidentielle dans les institutions de la Ve République. Alors peut-être avec une touche personnelle d'ailleurs, on voit bien qu'il y a des tas de décisions qui sont concentrées à l'Élysée. J'ai envie de vous dire aussi parfois d'absence de décision, parce que le président s'est aussi illustré par une tendance à la procrastination dans un certain nombre de cas. Il y a beaucoup de nominations par exemple qui tardent et rien ne peut se passer parce que le président n'a pas encore tranché. Oui. Il y avait l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui avait une formule sur son leadership qui disait Emmanuel Macron, c'est l'alliance du micromanagement et d'une pensée cosmique. Et je pense que quand il employé le mot cosmique, c'était stratosphérique, c'était quand même avec beaucoup d'ironie ou à minima de distance. Et donc, oui, sans doute que le monde des espions, finalement, c'est un monde qui lui est plus familier parce qu'il peut assouvir cette tendance-là sans qu'il y ait aucune des cordes de rappel que sont de facto les autres institutions de la République. Il y a aussi quelque chose peut-être d'un peu plus particulier chez Emmanuel Macron, c'est que c'est un homme sans passé, ou en tout cas qui n'a pas une grande profondeur dans son passé politique. C'est-à-dire que les Jacques Chirac, les François Mitterrand, les François Hollande pouvaient avoir rencontré des préfets, des gens sur lesquels, des commissaires, des gens sur lesquels s'appuyer pour gérer l'État. Emmanuel Macron, lui, n'a pas eu cette carrière-là. Et donc le monde des espions, comme par ailleurs c'est un monde, c'est pas directement l'armée bien sûr, mais c'est quand même un monde où il y a une culture de la verticalité assez militaire, c'est un monde où il peut s'imposer sans être vraiment contredit et sans avoir justement besoin de ces gens qui aident à tenir l'État. Et alors pour continuer votre démonstration, ce nouveau monde dont vous nous parlez, finalement ça a accouché de quoi en matière de gouvernance là ? Justement, de pas grand-chose. C'est-à-dire on ne voit pas bien la différence entre l'ancien monde et le nouveau monde, à bien des points de vue différents. Vous l'avez montré dans le sujet, ce nombre de conseils de défense, à quoi ont-ils servi ? Y a-t-il eu un bilan de ce qui a été fait ? Et surtout, moi je pense qu'Emmanuel Macron, on peut partager son diagnostic sur une forme d'impuissance de l'État, d'un État un peu podagre en France, sauf qu'il a cassé, mais il n'a pas reconstruit. L'exemple des diplomates, il est très intéressant. On peut certainement faire des critiques à la diplomatie, à ses vieilles habitudes, bref, le fait que ce soit un environnement un peu figé. Il a cassé le corps des diplomates. Par quoi l'a-t-il remplacé ? Parce que précisément, est-ce que réellement il y a eu des nominations, une politique de nomination, une réflexion sur ce que pouvait être ce nouveau corps après l'avoir cassé ? Je n'ai pas l'impression. Et donc ça va assez de pair avec son mépris des corps intermédiaires, du Parlement et de tout ce sur quoi il s'est illustré. Et au-delà de ça, moi ce qui me frappe, c'est qu'on voit Emmanuel Macron qui s'est vendu encore une fois comme le porteur de la start-up nation et qui a ignoré
absolument le défi phénoménal que fait peser sur nos démocraties l'irruption des réseaux sociaux, le fait que la parole publique soit beaucoup moins canalisée qu'avant et que tout simplement ça change profondément les rapports, la manière dont s'organisent les rapports sociaux au sein de la République. Ouais, merci beaucoup Jean-Sébastien. Vous racontez, Antoine Isambard, on va parler des diplomates et des espions parce que c'est lié finalement dans cette anecdote et on revient à la Russie. Deux réunions, alors on est dans la foulée du Brégançon, etc., où ils doivent avaler les représentants français des grosses couleuvres en matière de cybersécurité, c'est ça ? Oui, c'était un moment kafkaïen parce qu'on savait, tout le monde savait qu'au sein de l'État que la Russie était agressive. La France avait même détecté des cyberattaques contre elle venant de Russie. Il y a même eu des envoyés français qui étaient allés à Moscou dire aux Russes « c'est pas bien, on sait ce que vous faites ». Et puis il y avait eu un jeu de dupes, les Russes avaient dit « non, on fait rien », et puis c'était reparti comme avant. Mais je dirais que, encore une fois, le temps du renseignement n'est pas celui de la diplomatie. Oui. Et le problème d'Emmanuel Macron, je dirais, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, mais en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois Macron qui, personnellement, a aimé, a renforcé les effectifs, a fait... la DGSE va avoir un nouveau siège flambant neuf à Vincennes après 2030. La DGSI va aller à Saint-Ouen. Donc, il a mis des budgets colossaux, ce qui n'était pas forcément si évident que ça en période, je dirais, de restrictions budgétaires. Voilà. Et en même temps, pour un peu prendre du recul sur Macron, on voit que ça correspond aussi à des mouvements, à des moments géopolitiques. En fait, Macron arrive quand même dans une présidence où on est dans des temps géopolitiques assez durs. On a Xi Jinping. En 2020, il a affronté Erdogan de manière assez forte. Donc la Russie, la Chine, les États-Unis. Des puissances, on va dire, comme l'Iran, comme l'Algérie aujourd'hui, qui mènent des opérations contre la France. Il y a eu le Maroc, avec Pegasus. Donc la géopolitique, il l'a vu, et ça a aussi contribué à ce qu'ils prennent des décisions et à ce qui renforce les espions. Et je pense que les diplomates, dans ces moments de durcissement géopolitique, en fait, ont moins la place. On a moins la place pour le dialogue quand on est dans une logique de confrontation. Vous êtes en train de répondre à cette question de Philippe qui nous écrit d'Orléans. La montée en puissance des cyberattaques oblige-t-elle à repenser la formation et la coordination entre diplomates et agents du renseignement ? Cette nouvelle ère dont on parlait, est-ce qu'effectivement ça oblige à repenser la grille de lecture des services de renseignement français, ou pas ? Alors ça, c'est déjà le cas, parce que c'est vrai qu'on voit que le cyber, depuis quand même une dizaine d'années, on a eu dans les années 2015 beaucoup de cyberattaques, notamment chinoises, contre l'industrie française. Après, là, on voit plus la Russie sur du militaire et des choses sensibles. Mais je dirais que les services de renseignement, ils ont opéré leur mue. Les directions techniques qui sont en fait en charge des opérations cyber dans les services de renseignement ont énormément gonflé. La DGSE, par exemple, a énormément de moyens en cyber, est capable de faire des malwares, des opérations de piégeage sophistiquées. Donc voilà, ils savent faire. Après, c'est pas le boulot des diplomates et ça le sera pas. Oui. Voilà, alors, vous évoquiez le nouveau siège de la DGSI, donc c'est le renseignement intérieur qui est à Saint-Ouen, près de Paris. On écoute Emmanuel Macron le jour de l'inauguration. La clé est de continuer à recruter les meilleurs pour déceler, déjouer, éviter le pire en amont. Pour prendre en charge aussi les 400 détenus incarcérés pour terrorisme islamiste, durant et après la détention, pour perfectionner nos forces de contre-ingérence et de contre-espionnage quand la scène internationale bascule dans l'incertitude. Et nous voyons combien aussi le combat qui est le vôtre, sur lequel vous êtes fer de lance, est jumeau de ce que l'actualité nous impose. Et on va terminer sur cette question de recrutement, parce que vous qui avez travaillé sur l'histoire, en quelque sorte, est-ce qu'il y a un profil type ou au contraire, il y a autant d'espions que de caractères, quoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus professionnel. Oui. Il y a une époque, pas du tout, surtout dans les situations de guerre, Première Guerre mondiale, voilà, je remonte beaucoup, remonte loin, mais... ou Seconde Guerre mondiale, c'était des périodes évidemment de bouleversement de l'ordre social, tout s'écroule, on voit beaucoup plus de femmes apparaître dans les services de renseignement. Première Guerre mondiale, les femmes, elles sont un peu dans des rôles surtout en France, les femmes sont cantonnées dans l'espionnage, comme on appelle, horizontal. Oui.
Et puis, mais les choses évoluent. Enfin, les Britanniques étaient un peu en avance par rapport aux Français à ce niveau-là. Mais par exemple, la Seconde Guerre mondiale, il y a des profils, mais des gens complètement qui n'ont rien à voir avec le renseignement, qui se retrouvent pris là-dedans un peu par hasard. Je pense à Christina Skarbek, par exemple. C'est une Polonaise dans les années 20-30. C'est une femme très sportive, très indépendante, elle postule pour être Miss Pologne, voilà. Enfin, elle n'est pas du tout dans cet univers-là, ou pas du tout militaire. Et elle est en Afrique, elle est au moment où son pays est envahi, donc 1er septembre 1939, et elle va en Angleterre, et la première chose qu'elle fait en arrivant en Angleterre, c'est d'aller proposer ses services au MI6, donc le service de renseignement britannique de l'époque. Et cette femme va devenir extrêmement courageuse, efficace, et devenir l'espionne préférée de Churchill. Donc il y a des profils comme ça très intéressants. Il y a des escrocs qui deviennent espions. Enfin voilà. Après, évidemment, les choses se professionnalisent. Il y a des vraies formations pour devenir espion, au KGB ou ailleurs. Enfin, même en France. Enfin, c'est partout. Peut-être en train de faire naître des vocations, qui sait, puisque Alice, qui nous écrit depuis tout, dit tout le monde peut devenir espion, nous demande-t-elle. Est-ce qu'il y a une formation spéciale? Si on parle de recrutement, parce qu'on écoutait l'extrait d'Emmanuel Macron qui dit qu'il faut recruter les meilleurs, est-ce qu'il y a, je repose un peu la même question, on va chercher où, dans des grandes écoles, à l'université? Oui, il y a des concours. Sur les sites, il y a postulé, grosso modo. Enfin, il y a presque des campagnes pour recruter, comme dans l'armée. Mais ce recrutement qui est devenu très exigeant, j'ai envie de dire, et très universitaire en quelque sorte, puis après la formation se fait, n'est pas sans poser aussi des problèmes. Pourquoi? Parce qu'à recruter trop de cerveaux bien faits, on en oublie celui qui va sur le terrain et qui s'allie les mains dans un boulot qui est nécessaire. C'est-à-dire il ne faut pas oublier la source. Aller travailler la source sur le terrain. Et ça, c'est pas tous les hauts gradés et très bien formés dans les universités françaises qui sont à même de le faire. Alors effectivement, chaque maison fait son tri. Oui. Mais pour connaître certains membres de ces maisons qui ont quitté ces maisons, ils disent tous quand même qu'on a un recrutement qui est devenu parfois un peu éloigné du terrain. Et ce qui pourrait un peu expliquer certains de nos échecs, comme en Afrique. Oui. Parce que quand même, on n'a pas parlé de la succession de coups d'État en Afrique. C'est la succession de coups d'État absolument incroyable. C'est aussi un échec du renseignement. C'est un échec total du renseignement et aussi un échec des choix présidentiels. Oui. Alors, je reste sur la question des personnes, parce que c'est, je crois, pour la première fois, une femme qui dirige la DGSI, donc le renseignement intérieur. Elle s'appelle Céline Berthon. Et je crois que son bilan a été salué, notamment pendant les Jeux Olympiques, et par ses collègues étrangers, c'est ça? Oui, parce qu'elle a été nommée donc début 24, dans une année quand même à haut risque avec les JO. Et c'est vrai que voilà, les JO, en termes de sécurité, se sont bien déroulés. Il n'y a pas eu il y a eu des attentats déjoués en 2024. Et donc voilà, donc elle continue, c'est une policière qui est reconnue, et c'est vrai que voilà, elle fait plutôt le travail dans la lignée de son prédécesseur, Nicolas Lerner, qui est énarque, préfet et compagnon d'ailleurs à l'ENA d'Emmanuel Macron, un collègue et voilà, un proche d'Emmanuel Macron. On y revient. Merci beaucoup, merci à tous. Je renvoie donc à la lecture de la revue 21 et à la sortie de votre livre, Antoine Isambard, Les espions du président. Ce sera dans quelques semaines chez Albin Michel. Espions en guerre, c'est la semaine prochaine. Stéphanie Duncan, c'est aux éditions Talendier. Et Patricia Lémonière est toujours votre livre, Au cœur du chaos, aux éditions Artaud. Merci et à très bientôt sur ce plateau. Merci à toutes et à tous de participer avec vos questions et de votre fidélité derrière vos écrans. Vous pouvez nous retrouver sur publicsena.fr, nous réécouter en podcast, et puis notez que ce sera Alain Madelin, l'invité de la matinale demain à 8h face à Oriane Mancini, l'ancien éphémère ministre de l'économie.